Voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce Innovation Lunch Talk sur les conseils d'administration en collaboration avec Board Owl. Je vais passer juste quelques instants sur une brève présentation de ce que fait Business In, si vous permettez. Voilà, mon nom est Suzanne Rabat-Relevet, je suis CEO et co-founder de Business In. Et je vous dirai donc brièvement ce que nous faisons à Business In. Nous connectons en fait les PME avec les startups et d'autres acteurs d'innovation au cours d'événements et d'ateliers en Suisse romande et sur des thématiques qui sont en fait pertinentes dans les divers cantons. Le manufacturing, fintech, retail, habitat intelligent, foodtech, avec le fil rouge de la transformation digitale. Et nous faisons ceci en collaboration avec les acteurs publics et privés. Quelle est l'historique de notre démarche? C'est qu'en fait, les PME, contrairement aux grandes entreprises, ont un accès plus difficile aux produits et services innovants des startups. Et elles peuvent non seulement bénéficier en fait de ces produits, mais également du mindset des startups, de leur ADN, de leur culture, et typiquement utiliser l'agilité, le focus client, l'itération de produits, le pivot comme étant particulièrement adapté, notamment durant cette période de crise. De l'autre point de vue, du point de vue des startups, c'est vrai qu'elles ne considèrent pas forcément les PME comme étant des clients potentiels ou des partenaires commerciaux, d'où notre démarche de connexion. Alors, nous faisons effectivement des Lunch Innovation Talks tels que celui-ci, sur des thématiques telles que, par exemple, les contrats digitaux ou le marketing digital. Mais nous avons un projet un peu plus conséquent grâce au support de l'agence d'innovation InnoSuisse qui va concerner la foodtech et qui va permettre justement, durant des événements, de connecter des PME le long de la chaîne de valeur de la production à la consommation de l'alimentation, d'innover grâce à des acteurs de la recherche académique et appliquée. Nous faisons également des ateliers de digitalisation et des ateliers d'innovation qui sont basés, en fait, le dernier atelier que nous avons construit est basé sur le livre d'Yves Pignard et d'Alex Osterwalder, L'entreprise invincible. Et cet atelier d'une journée en ligne permet en fait aux entreprises d'exploiter leurs acquis et également d'explorer des terrains inconnus. Voilà, j'en ai assez dit sur nos activités et je souhaiterais maintenant passer la parole à Delphine qui va rentrer dans le vif du sujet des conseils d'administration. À vous Delphine, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de notre part de Board Owl de vous accueillir ici. Merci Suzanne pour cette introduction. Donc, je m'appelle Delphine et je suis responsable du développement commercial et des partenariats chez Board Owl. Aujourd'hui, nous allons voir comment un conseil ajoute de la valeur à tout type d'entreprise. Je vais commencer par vous partager quelques affirmations pour introduire le sujet. Ensuite, Donald vous parlera des différents types de conseils, des rôles et responsabilités de leurs membres, ainsi que de la rémunération possible. Je vous présenterai ensuite Board Owl, qui est un moyen innovant et efficace pour trouver des membres pour un conseil, ou alors alternativement pour trouver des positions vacantes dans des conseils. Et finalement, Marie vous en dira plus sur comment un conseil peut agir au mieux pendant une crise. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires dans le chat. On y répondra. Et si vous voulez, vous pouvez aussi interrompre la présentation si vous avez des questions très urgentes. Donc, regardons maintenant ce qui se passe dans les conseils d'entreprise aujourd'hui. Donc, le membre du conseil moyen est un homme blanc de plus de 50 ans. La plupart des nominations dans les conseils se font à travers des connaissances. La grande majorité des entreprises à la recherche d'un membre du conseil n'ont pas accès à des sociétés de recrutement haut de gamme. Donc, on vous propose de changer tout ça maintenant. Vous comprendrez peut-être pourquoi c'est moi qui présente cette partie sur la diversité et c'est pas Donald. Non, mais je rigole. Mais dans notre équipe chez Board Owl, on a de la diversité et cela a certainement de la valeur ajoutée.
Donc, en effet, la diversité favorise l'innovation, la créativité, l'équité, la gestion des risques et la réputation. Mais maintenant, discutons un peu de ce qu'est la diversité. La diversité, ce n'est pas forcément seulement une question de sexe, mais aussi d'âge, d'origine, de compétences. Et la diversité consiste surtout à inclure différentes perspectives. Donc ça, c'est extrêmement important pour des conseils d'entreprise. Et c'est ce qui permet d'ajouter vraiment de la valeur. Donc, j'aimerais quand même noter quelques statistiques des PME suisses. Donc, plus de 60% des membres du conseil d'administration ont plus de 50 ans, seulement 10% ont moins de 40 ans, et moins de 15% sont des femmes, même s'il a été prouvé par plusieurs recherches que le risque de faillite est moins de 20% quand il y a une femme dans un conseil d'administration d'une entreprise. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau de la diversité dans les conseils. Et surtout, dans ces dernières années, la gestion des risques et la réputation, comme c'est noté sur l'écran ici, sont devenus des sujets extrêmement importants. Et il faut que les membres des conseils d'entreprise disposent des connaissances spécialisées sur le sujet. Donc, on a vu précédemment que beaucoup de nominations se font de nos jours à travers des connaissances. Donc, généralement, la personne qui possède l'entreprise va regarder dans son réseau ou dans le réseau de ses amis pour trouver des membres pour son conseil. Et si ça a du sens, très bien. Ça peut être très positif. Mais il faut noter que chaque entreprise est différente, qu'il faut comprendre quelles sont les lacunes en matière de compétences et essayer de trouver la bonne personne qui peut les combler, qui a l'expérience adéquate. Donc maintenant, j'aimerais lancer une petite question. Vous allez voir le poll qui s'affiche à l'écran. Donc, je vous prierai de tous répondre pour dire si vous avez un rôle décideur dans une entreprise et ensuite si votre entreprise a un conseil d'entreprise. Donc, on serait très curieux de savoir les réponses. Donc voilà, donc on voit que la majorité d'entre vous a un rôle décideur et qu'il y a quand même une bonne proportion d'entre vous qui avaient un conseil d'entreprise en place. Mais quand même 45% n'en ont pas. Donc j'espère que la session d'aujourd'hui va vous convaincre qu'il est important de mettre en place un conseil et va vous expliquer les raisons derrière cela. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Donald, qui va vous en dire plus sur le fonctionnement des conseils. Donc, Donald, je te laisse présenter maintenant. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour avoir lancé le webinaire. Mais Delphine est bien sûr aussi pour l'allusion à la diversité. Mais j'espère néanmoins qu'un homme blanc de plus de 50 ans peut encore apporter une certaine valeur ajoutée aujourd'hui. Un petit commentaire de ma part. Nous avons choisi le français comme la langue de cette présentation, bien sûr. Mais comme le français n'est pas ma langue maternelle, on me dit que j'ai un accent quand je parle. Je vais faire mon mieux pour que vous me compreniez. C'est à moi de vous présenter maintenant les slides suivantes concernant les différentes formes de boards et ce qu'elles peuvent signifier pour vous et votre entreprise. Eh bien, la réponse à cette question est plutôt simple. Nous distinguons les boards formels et informels. Il s'agit respectivement du conseil d'administration à gauche et du conseil consultatif à droite de cette slide. Voyons d'abord quelles sont les différences entre les deux. Le conseil d'administration est un comité formel qui s'accompagne d'obligations et de risques pour ses membres. En Suisse, il est mandaté par la loi et joue un rôle constitutif dans la gouvernance d'une entreprise. Par rapport, le conseil consultatif est un groupe de personnes informelles et volontaires
conçu pour guider l'équipe de direction et notamment les CEO d'une entreprise avec des questions plus quotidiennes. Suzanne nous a demandé d'expliquer quand on a besoin de quel conseil. La réponse de cette question est aussi simple. Si la société a la forme juridique d'une SA, société anonyme, elle est obligée de respecter la lettre de la loi et d'avoir un conseil d'administration avec au moins une personne. Toute autre forme de société, les SARL, les entreprises individuelles, etc., n'ont pas besoin d'un conseil d'administration selon la loi. Mais attention, un entrepreneur intelligent comprendra l'esprit de la loi et comprendra le besoin d'avoir un board, même si ce n'est pas obligé par la loi. Vous allez bénéficier de savoir-faire, de l'expertise et de l'expérience d'un groupe unique pour vous, de personnes qui veulent que le meilleur pour votre entreprise. Et il va bénéficier commercialement. Comment dois-je structurer mes boards? La réponse est pas simple cette fois. La réponse est ça dépend. Si vous êtes une entreprise de taille importante et vous maintenez 2 boards, vous voudrez limiter la taille et les tâches du conseil d'administration, donc le conseil obligatoire, à ce qui est nécessaire, à savoir la stratégie, les contrôles et la gouvernance. Dans ce cas, votre conseil consultatif sera votre groupe de mentors avec lequel vous discuterez de toute série de sujets. Et si vous avez une seule board, vous discuterez tous les sujets avec lui, bien sûr, mais vous voudrez peut-être consacrer des réunions distinctes aux sujets plus formels et des autres discussions plus informelles. Changeons rapidement de perspective et examinons la situation du point de vue d'un membre d'une board. Que dois-je apporter pour être un bon membre d'une board? N'importe quoi, quelle forme de board? D'administration ou consultatif? Écoute, je sais que ce slide est très chargé, donc alors, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour la lire. Je me permets juste de dire à ce niveau-là que vous aurez accès à la présentation en PDF après l'événement. Donc, si jamais vous n'avez pas approfondi toute la lecture, ne vous inquiétez pas. Merci, Suzanne. Bon, moi, je voudrais mettre en évidence 3 de ces sujets. Du côté gauche, le temps, le deuxième. Faire partie d'un conseil d'administration est un engagement sérieux et vous devez consacrer le temps nécessaire pour être vraiment utile à l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise, vous aurez 6 à 8 réunions d'une demi-journée par année et vous devez vous y préparer. La simple lecture de documents de préparation ne suffit pas. Vous devez vous engager auprès de la direction et éventuellement des autres chefs de service de l'entreprise. Et ça prend du temps. L'autre sujet, c'est celui-là, savoir-faire et QA. QA, c'est intelligence émotionnelle. Donc, un membre du conseil d'administration, il ou elle n'est pas opérationnel. Il ou elle guide. Il exerce une influence indirecte et pour cela, vous devez savoir comment convaincre et influencer le ou la CEO et l'équipe de direction. Ça requiert de sensibilité, d'où notre accent sur l'importance d'intelligence émotionnelle. Comme mandataire,
je peux me demander si je sais écouter et si j'ai de l'empathie. Donc, du côté 3, un lieu de travail stimulant. Si vous êtes déjà un employé d'une autre entreprise, votre employeur doit vous accorder ce temps nécessaire pour vous consacrer à votre mandat. Cela peut sembler un petit contre-productif peut-être, mais à notre avis, c'est le contraire qui est vrai. Oui, il existe des entreprises qui ont de peur du conflit d'intérêts potentiels, excusez-moi, et interdisent donc tout engagement avec des tiers. Le secteur financier est un excellent exemple. Mais à Portal, nous travaillons avec des entreprises qui ont un point de vue qui est complètement différent. Elles considèrent l'engagement avec une autre organisation comme un outil de développement personnel et font des postes au sein d'un board et normalement un board ou un conseil consultatif comme une partie nécessaire dans le cadre de leur effort de développement pour le personnel. Bien sûr, pour les PME, il s'agit simplement d'une décision que le CEO ou le propriétaire peut prendre. Regarder au-delà des frontières de son propre employeur ou même de son secteur est réfléchissant, enrichissant et ramène de nouvelles idées. Sans oublier la motivation qu'un employé peut en retirer. Regardons les conseils d'administration. Ils ont des saveurs régionales. Pour n'en citer quelqu'une, le modèle américain, le modèle européen central et le modèle nordique ou scandinavique. Ils ne diffèrent pas dans leur forme que vous voyez, mais ils ont tous des membres exécutifs, et exécutifs ici et non exécutifs. La véritable différence réside dans la proximité des membres. Si vous voyez, dans la slide de gauche à droite, la proximité entre les membres augmente. Que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est la quatrième forme, que nous appelons le modèle privé. Une situation que je pense que vous reconnaissez. Le propriétaire ou fondateur et le CEO de l'entreprise est la même personne. Comme conseil d'administration officiel, comme un individuel, un membre, vous rendez compte aux actionnaires et guidez la direction générale. Donc, vous êtes ici. Mais que se passe-t-il si ce sont les mêmes personnes, l'actionnaire et, l'actionnariat et le management exécutif? Comme conseil d'administration, maintenant, ici, vous êtes dans une position de sandwich. Cela peut être très, très dangereux. Votre indépendance et votre objectivité peuvent être corrompues. Si cela vous arrive comme membre, vous devez démissionner de la fonction. Vous ne pouvez pas être une responsable, c'est comme ça en Suisse, selon la loi, mais avez aucune influence. Et de l'autre perspective, ici, donc l'actionnariat et le management exécutif, si vous êtes le propriétaire et le CEO, et peut-être vous êtes aussi le président du conseil d'administration en union personnelle, donc tous les trois, vous pouvez vous demander, est-ce que je connais vraiment toutes les réponses à tous les défis auxquels mon entreprise est confrontée? Des sujets aussi divers et compliqués que la gestion des risques, la digitalisation, la croissance internationale ou par exemple la gestion des pandémies. Écoute, moi je crois que tout le monde a des forces et des faiblesses. Ne serait-il pas formidable d'avoir le soutien personnel de spécialistes pour m'aider
dans mes domaines de faiblesse personnelle. Si vous ne voulez pas renoncer au pouvoir formel de votre entreprise et avoir toutes les trois fonctions, et c'est tout à fait compréhensible pour moi, vous pouvez envisager de former un conseil consultatif à la place. Nous y allons revenir dans quelques minutes. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un conseil d'administration? Cette réponse encore c'est simple. Parce que la loi m'y oblige. Pour vous faciliter les tâches, nous avons résumé les obligations dans la partie droite de ce slide. Mais l'entrepreneur intelligent ne s'arrête pas là. Il va utiliser une board pour se compléter et pour créer des opportunités commerciales. Maintenant, peut-être un slide très intéressant. Combien dois-je payer mon conseil d'administration? Oui, écoute, c'est à vous de décider. Dans la pratique, tout va. De l'invitation annuelle à un dîner amical, du conseil d'administration au forfait de plusieurs millions pour les capitaines d'industrie. L'étude que Delphine a mentionnée de la société de conseil BDO avec l'Université de Saint-Gall est peut-être plus pertinente pour vous aujourd'hui. Les chiffres ici dans la slide, ils parlent eux-mêmes. Vous voyez une grande différence entre la moyenne et la médiane. Ce phénomène statistique s'explique facilement par le fait qu'il y a quelques entreprises qui payent beaucoup plus. Mais on peut affirmer à Bortal qu'une entreprise saine peut se permettre d'avoir un conseil d'administration et que le membre du conseil sera plus engagé s'il recevra une compensation pour l'investissement considérable de leur temps et les risques liés à ces activités. Encore une fois, je vous laisse lire les 7 points sur ce slide pendant quelques secondes. Mais je voudrais souligner le moins évident de 7 points, et c'est le 4e. Les grandes sociétés d'assurance suisse proposent une policy D&O, Directors and Officers. Elle ne protège pas un membre du conseil d'administration contre une négligence grave, mais en cas de procédure judiciaire, qui est inhabituelle, mais elle existe, les frais de justice seraient au moins couverts pour cet membre ou pour cette porte. Maintenant, les conseils consultatifs. Écoute, je crois que vous m'avez écouté suffisamment longtemps pour mériter une petite pause. Je vous propose de regarder une petite vidéo avec Rhonda Barnet, qui a fait un excellent résumé de ce qu'un conseil consultatif a fait pour son entreprise. La vidéo est en anglais, mais elle parle un anglais étonnamment clair, du moins pour une américaine. La vidéo, voilà. I love growing a company, building something where I'm creating jobs in my community. It excites me every day to come to work and to do new things here at Steelworks. Steelworks Design is an engineering firm located in Peterborough, Ontario. We design and build tooling and automation for manufacturers, and we employ 27 people. In 2008, we lost half of our business in the recession. We had never experienced layoffs in our organization prior to the recession. Now we're faced with laying off half of our staff. Originally, we were about to make very emotional decisions. Our advisory board really helped step us back and make very strategic decisions to make sure that the company was sustainable through the recessionary period, that there would be jobs to come back to.
My husband works in the business and I work on the business. And running a small company can be pretty lonely at the top. But with an advisory board, you have a professional sounding board to go out and get input and relevant experience to help you make better decisions. After the downsizing of our company, the recovery was actually fairly rapid. It was actually a very successful time, but because of depleted cash resources, it felt very much like a failure. And it was very important to have that mentorship there in that period to let us know that the business was good and the decisions were good and we were moving in the right direction. In preparing for an advisory board meeting, it forces an entrepreneur to behave like a larger corporation. It creates a level of accountability to the entrepreneur, where you're forced to go through your decision-making process to make sure that the tangent you're running down makes sense, that it's going to achieve your strategic goals. Managing an advisory board is not time-consuming. It's time well invested in your business. It takes you only a few hours to prepare and a few hours to execute. But what you get in those few hours would have taken you hundreds of hours by yourself to solve those problems. There's so much that I like about having an advisory board. I have a group of mentors that I can take tough decisions to. I have a network. These are very established business people that we have sitting around our table with very established connections in business, and they've helped us through their network channels. Steelworks Design is now well above pre-recession levels in sales and in jobs. And now we're looking at scalability of our growth. When we started this company, we thought we would be that $1 million mom-and-pop shop, but we've grown into this exceptional company where we're working with companies all over the world. It's very exciting. BDC is the only... Bon, merci pour le regarder. Pour vous faciliter la tâche, nous avons résumé les 6 points de la vidéo ici sur le slide que vous recevrez comme un document distribué après le webinaire, comme Suzanne a dit. La même question de la rémunération se pose ici aussi, mais elle est peut-être moins évidente. La réponse aussi est plus polyvalente, je crois. Mais ici aussi, une rémunération augmente l'engagement. La bonne chose, c'est que vous avez plus de choix parce que les conseillers sont plus proches des objectifs commerciaux de votre entreprise ou d'une entreprise. Vous pouvez proposer un modèle de compensation un peu différent et qui ne se base pas sur le temps d'une personne. Par exemple, une compensation basée sur une transaction ou une participation au capital. Ces deux dernières options peuvent avérer très utiles, notamment pour les jeunes entreprises avec peu de liquidité. Vous pouvez probablement imaginer que chez Bordaul, nous adorons les boards. Nous voyons tellement d'exemples de valeur ajoutée que nous avons décidé de faire la promotion des boards, notre mission et notre métier. Et pour vous, pour gérer avec succès votre conseil consultatif, veuillez sur cette slide appliquez le bon sens, soyez transparente, formalisez l'engagement et n'ayez pas peur de l'expérimentation. Avec ces mots, j'aimerais finaliser ma partie de la présentation. Merci de votre attention et je passe la parole retour à Delphine pour la prochaine partie. Merci beaucoup, Donald, pour cette présentation. Donc, maintenant que vous en savez tous beaucoup plus sur la valeur ajoutée des conseils d'entreprise, je vais vous en dire plus sur Bordown, qui est une plateforme innovante qui propose un service de matching pour les postes au sein des conseils d'entreprise, ainsi que des formations très intéressantes sur le sujet. Donc, qu'est-ce que Bordown ?
Board Owl est avant tout une communauté inspirante de preneurs de décision. Mais c'est aussi, comme je viens de le mentionner, une plateforme de matching qui permet de mettre en contact de manière efficace des entreprises et des individus qualifiés pour des postes au sein des conseils d'entreprise. Donc, nos membres sont d'une part des individus à la recherche de positions dans des conseils et d'une autre part des entreprises cherchant à modifier ou créer leur conseil d'entreprise, que ce soit une PME, une start-up ou une organisation à but non lucratif. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, lors de l'inscription, les individus et les entreprises vont devoir répondre à un questionnaire sur leurs compétences, leur expertise sectorielle et leur expertise géographique. Sur la base de ces informations, on a un algorithme qui va associer les candidats concernés à des opportunités dans les conseils d'entreprise. Donc ça, c'est le matching cycle. Les candidats sélectionnés vont recevoir les détails sur l'entreprise et sur le poste vacant. Et s'ils nous donnent leur accord, on va partager leurs détails et leur CV avec l'entreprise en question. L'entreprise va ensuite examiner tous les dossiers et va contacter pour un interview les candidats qui les intéressent. Donc, la suite du processus, donc toutes les discussions sur les responsabilités, la rémunération, etc., se fera directement entre les individus et l'entreprise. Mais bien évidemment, Board Owl sera toujours là pour répondre à des questions ou aider dans le processus si besoin. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur ce slide, en plus du matching, nos membres de Board Owl ont accès à une bibliothèque de ressources où il y a par exemple des contrats templates, des guides, etc. Sont invités régulièrement à des événements et aussi à des formations sur le sujet. En plus de ça, nos membres bénéficient de tarifs préférentiels pour des cours ou des services variés de nos partenaires. Donc, par exemple, j'aimerais mentionner qu'on est en discussion maintenant pour finaliser notre collaboration avec une business school très réputée en Suisse. Et par exemple, les membres de Board Owl auront accès à une offre spéciale sur tous les cours qu'offre cette business school qui sont reliés au sujet des boards. Donc, voilà sur Board Owl. Maintenant, juste pour vous présenter l'un de nos succès récents, donc une entreprise qui s'appelle InnoSource s'est inscrite fin d'année passée sur Board Owl avec l'idée de sélectionner ou de voir si elle pouvait trouver un membre pour son conseil consultatif. On a fait le matching, on lui a envoyé une liste de plusieurs candidats et ils ont fini par engager 5 de nos membres. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point le processus marche bien et à quel point on peut aider des entreprises, mais aussi des individus avec Board Owl. Et Delphine, seulement un homme blanc et plus de 50 ans. Hein? Voilà, exactement. Vous voyez la diversité dans ce board. Elle a compris le message. T'as raison. Et pour finir, avant de passer la parole à Marie, j'aimerais vous présenter une offre spéciale aujourd'hui pour vous tous, les participants du webinaire. Nous offrons 20% de réduction pour rejoindre Board Owl. Donc, que vous soyez en individu et cherchez à rejoindre en conseil d'entreprise ou que vous soyez une entreprise cherchant des membres pour votre conseil. Vous pouvez voir là la liste des avantages quand vous devenez membre chez Board Owl. Et j'aimerais juste mentionner donc qu'un membre individuel paie en général 350 francs pour ce sont les frais d'adhésion annuels, avec la possibilité d'être matché de manière illimitée. Et les entreprises vont payer en tarifs différents selon leur année d'activité. Donc, une PME payera 2 000 francs par année, une start-up 500 francs et nous offrons l'accès à Board Owl gratuit pour les organisations à but non lucratif. Vous voyez en dessous de engager en membre pour votre conseil aussi qu'il y a la possibilité de vous inscrire gratuitement et payer une cotisation qu'en cas de matching réussi. Vous aurez une adhésion plus limitée. Ça, c'est vraiment si vous n'avez pas envie de prendre de risques.
Mais bon, nos membres ont des profils très forts, sont très qualifiés. Donc voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre site Internet, à nous contacter directement ou alors par notre adresse email que vous voyez ci-dessous, success@boardowl.com. Juste avant de passer la parole à Marie, j'aimerais juste faire un deuxième poll et savoir combien d'entre vous sont prêts à mettre en place en conseil ou à rejoindre en conseil. Donc voilà, vous devriez voir la question à l'écran. Donc on voit qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas prêtes. Donc si vous avez plus de questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Et on voit quand même que la grande majorité est prête à mettre en place ou à rejoindre en conseil. Donc, message très positif. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc voilà, je passe la parole à Marie. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Marie de Fréminville. Je suis présidente d'une société qui s'appelle Starboard Advisory et qui s'occupe de performance en gouvernance ou de performance financière ou de performance en cybersécurité. Et je suis membre du Cercle suisse des administratrices. C'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Suzanne, de m'avoir proposé d'intervenir et puis merci pour cette présentation très intéressante qui pourrait intéresser en effet beaucoup de femmes membres du Cercle suisse des administratrices. Je dis femmes, mais enfin, il peut y avoir des membres aussi hommes qui seront intéressés, des membres amis. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. La gouvernance, c'est extrêmement important pour la performance de l'entreprise. À la fois, le conseil d'administration permet de challenger la stratégie et puis aussi d'analyser les risques et la diversité de points de vue et la richesse, la vraie richesse de l'entreprise. Et via le conseil d'administration, la direction obtient des points de vue et permet de mieux orienter la stratégie ou de mieux voir les risques ou de mieux innover, puisque Suzanne m'a demandé d'intervenir sur la crise, l'innovation et le conseil d'administration. Mais je profite pour parler de gender diversity et de diversité des compétences, parce qu'il me semble que c'est extrêmement important pour le conseil d'administration, mais la diversité, ce sont les diversités de compétences, ce sont les diversités d'origine géographique, de secteur d'activité ou de compétences techniques, au-delà de la gender diversity. Et je voudrais dire aussi que la diversité, c'est pas un but en soi. Je pense qu'aussi l'inclusion est très importante, c'est-à-dire que quand on recrute des personnes qui sont différentes de la composition du conseil d'administration, c'est très important de bien les inclure, de bien leur prendre en compte leur point de vue, parce que c'est bien d'avoir des diversités de points de vue, mais il faut aussi être capable d'écouter et de les prendre en compte. Donc, c'est extrêmement important aussi d'intégrer les personnes qui viennent, qui sont différentes, qui ont un différent point de vue, de bien les intégrer au conseil d'administration. Je voudrais un tout petit peu revenir sur pourquoi est-ce que c'est compliqué, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le marché du recrutement d'administrateurs ou d'administratrices est gris. On dit qu'il est gris parce qu'en fait, finalement, il y a très peu d'offres publiques. Et la première raison, c'est que la responsabilité du conseil d'administration est une responsabilité collective. Et donc, c'est important de trouver des personnes dans lesquelles on a confiance. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le réseau est extrêmement important pour recruter des nouveaux membres de conseil d'administration, parce qu'on a besoin de pouvoir partager ensemble des points, d'abord des informations confidentielles, et puis de pouvoir partager des points de vue de façon ouverte, de pouvoir avoir une grande confiance entre la direction et le conseil d'administration et aussi au sein du conseil d'administration. Et donc la confiance est extrêmement importante et c'est pour ça, je pense, c'est la raison principale pour laquelle on se concentre sur le réseau pour recruter des administrateurs ou administratrices. Néanmoins,
ça n'empêche pas que je suis entièrement d'accord avec vous, que je pense qu'il faut progresser dans le recrutement et il faut chercher à diversifier et à recruter des compétences différentes et des femmes s'il n'y a que des hommes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Cercle Suisse des administratrices a été créé. La raison, c'est que les hommes disaient, le cercle a été créé il y a une dizaine d'années, et les hommes administrateurs disaient, mais on ne trouve pas de femmes. Et donc, le premier but, c'est au-delà de la promotion de la diversité, c'est de dire, mais si vous cherchez des femmes, on va créer une association et on va vous présenter des femmes qui sont compétentes, qui ont eu des responsabilités de direction et qui sont aptes à prendre des mandats de conseil d'administration et qui, d'ailleurs, pour 70% d'entre elles, ont déjà des mandats et donc sont aptes à prendre un deuxième ou un troisième mandat. Donc voilà, donc c'est possible de trouver des femmes. Le problème des femmes, c'est qu'elles se concentrent sur leur travail et que souvent elles réseautent moins que les hommes, donc elles ne sont pas dans les cercles d'hommes qui réseautent après le travail, et donc les hommes disent qu'ils ne les trouvent pas, mais ces femmes, elles existent bien. Je vais juste dire un tout petit mot sur les quotas, parce que beaucoup de femmes sont contre les quotas et c'est normal parce qu'on ne veut pas être recruté parce qu'on est une femme. Mais l'avantage des quotas, au moins temporairement, c'est que ça fait progresser le recrutement des femmes et ça fait prendre conscience aux hommes qu'il y a des femmes compétentes et qu'il y a des femmes qui peuvent apporter de la valeur au conseil d'administration. Et donc, c'est le gros avantage des quotas. Bien sûr, on n'a pas envie d'être recruté dans un conseil ou dans une direction parce qu'on est une femme, mais je pense qu'il faut… et le jour où on ne parlera plus de ce recrutement d'hommes ou de femmes, c'est qu'il y aura vraiment la parité, que ça ne sera plus un sujet et ça sera très très bien. Alors, un petit mot, je regarde où j'en suis en termes de temps, il me reste quelques minutes, sur le conseil d'administration, l'innovation et la crise. Alors, l'innovation, c'est évidemment très important dans le conseil d'administration parce que le conseil d'administration est là pour orienter la stratégie et pour aussi contrôler la qualité de sa mise en œuvre et pour allouer des moyens financiers, notamment à l'innovation. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des personnes au conseil d'administration qui ont un œil sur l'innovation et qui soient capables de donner leur point de vue sur l'importance de l'innovation dans la stratégie de l'entreprise. Alors, pendant la crise, je dirais, la crise est un moment très particulier, à la fois parce que l'urgence dans la crise, ce n'est pas l'innovation, mais c'est plutôt la gestion du cash, tout simplement, et on l'a vu dans la crise Covid, où un certain nombre d'activités se sont arrêtées ou ralenties, et donc il a fallu gérer l'urgence, et donc gérer la trésorerie, et savoir si on allait pouvoir traverser la crise, et si on avait suffisamment de réserves, ou si on pouvait orienter les activités pour traverser la crise. Mais bien sûr, les entreprises qui ont le mieux traversé la crise, ce sont celles qui ont innové hier ou avant-hier. Donc c'est évident que l'innovation, les entreprises qui avaient innové avant la crise, elles se sont, pour la plupart, sauf dans des secteurs d'activité très sinistrés, se sont mieux comportées dans la crise, que ça soit dans la santé, dans le numérique, dans la banque ou dans l'horlogerie. Donc l'innovation, c'est évidemment très important. Mais je voudrais dire aussi que l'innovation, ça n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'accéder à de nouveaux marchés ou d'augmenter la productivité ou de mieux gérer les stocks. Et donc la technologie ou l'innovation, ce sont des opportunités, mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi des sources de risques. Et par exemple, le côté verso de la transformation digitale, ce sont les risques de cybersécurité. Donc on ne peut pas gérer l'innovation sans regarder les risques, et notamment donc, pour la transformation digitale, c'est très important de regarder aussi la gestion des risques et les risques de cybersécurité. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'attaques, que l'actualité est très très riche en événements cyber
et que ceux qui se sont précipités dans la transformation digitale sans assurer la sécurité de leur patrimoine informationnel, donc la sécurité des données, la sécurité des systèmes d'information, se sont déjà trouvés dans la difficulté ou vont se trouver dans la difficulté. Il est déjà 12h45, donc si je peux continuer, je continue, mais il faut peut-être que je repasse la parole. Très volontiers, Marie. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'on va effectivement se garder le dernier petit quart d'heure pour ouvrir le débat. Et évidemment, vous êtes la bienvenue d'y participer effectivement sur ces sujets que vous venez d'effleurer. Donc, je vais passer à la suite des... Voilà, aux questions. Donc, vous avez, durant votre inscription, posé quelques questions et nous en avons sélectionné une demi-douzaine. Mais bien entendu, si jamais le sujet qui vous tient à cœur n'a pas été traité durant cette intervention ou durant ces questions, vous êtes invité à les poser encore dans le chat. Donc, je donne la parole, j'imagine, à Donald ou Delphine pour répondre à la première question. Oui, moi, je peux le prendre. À quel stade de développement de l'entreprise faut-il mettre en place un conseil d'administration? Écoute, un conseil d'administration par rapport à un conseil consultatif, n'est-ce pas? Le conseil d'administration doit être mis en place selon la forme de l'entreprise. Hein? Comme nous l'avons vu, pour une SA, c'est des moments de sa constitution. Par contre, un conseil consultatif, c'est pour toutes les formes d'organisation et doit être mis en place lorsque l'équipe de direction, et notamment le CEO ou la CEO, estime le soutien d'un spécialiste pourrait aider l'entreprise. Il s'agit donc moins de savoir à quel stade, pour moi, que de savoir à quel défi de l'entreprise on est confronté. Donc, c'est plutôt à un moment critique de défi spécifique qui peut être, par exemple, lié à l'état actuel de l'économie, qu'on pourrait faire appel à un board, alors plutôt advisory dans ce cas, qui pourrait résoudre certaines problématiques spécifiques liées, par exemple, à la transformation digitale ou la cybersécurité. Voilà, comme Marie a mentionné. Oui. Moi, si je peux me permettre, je dirais que le conseil d'administration, il devrait être mis en place dès le départ de l'entreprise et que ça soit pour une start-up ou une start-up dans l'innovation ou un créateur d'entreprise. Je pense qu'il a, dès le départ, besoin d'un conseil d'administration. Mais ça, c'est mon point de vue. J'imagine qu'il y a aussi une possibilité d'adapter le conseil durant l'évolution de l'entreprise, parce que je pense que c'est même opportun de venir avec un renouvellement du board en fonction des situations et des exigences économiques du moment. Oui, tout à fait. Alors, si je peux me permettre une question, vous dites qu'il faudrait créer le conseil d'administration dès sa création, mais celui-ci n'est disponible, enfin n'est obligatoire que pour les SA. Donc, en général, quand on crée une entreprise, enfin souvent on crée une SARL. Et dans une SARL, donc on ne peut pas mettre en place un conseil d'administration, mais on pourrait mettre en place un conseil consultatif. C'est un peu ça l'idée, dès le début, de mettre en place un conseil consultatif, même si on est une SARL, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. D'accord. Ok, excellent. Question 2, c'est Delphine qui voulait y répondre. Oui, bien sûr. Alors, la plus grande qualité d'un administrateur indépendant dans une PME ou une start-up. Donc, comme on l'a mentionné précédemment, je pense que c'est vraiment une question de combler les compétences qui manquent. Donc, il faut faire un exercice pour essayer de comprendre quelles sont les lacunes. Il est très important de chercher un administrateur indépendant, par exemple, qui a les compétences qui nous manquent à l'interne. Je m'excuse encore de vous poser encore la question, mais d'accord, c'est tout à fait logique ce que vous dites, mais comment fait la PME ou la start-up
pour savoir les compétences qui lui manquent. Parce que bien souvent, elle a le nez dans le guidon. En tout cas, les startups, c'est souvent le cas. Et comment est-ce qu'elle fait pour se rendre compte que il lui manque telle ou telle compétence qui serait la bienvenue dans son conseil d'administration ou conseil consultatif? Est-ce que c'est pas plutôt, est-ce qu'il n'y a pas besoin peut-être justement de quelqu'un d'extérieur qui dise ah ben là il y a peut-être un manque ou je ne sais pas, hein. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez raison. Donc, par exemple, nous, on propose certains questionnaires à travers lesquels les entreprises peuvent aller et essayer de comprendre ce qui leur manque. Mais parfois, c'est très utile d'avoir quelqu'un d'externe qui vient, qui pose les bonnes questions et qui comprend d'un point de vue extérieur qu'est-ce qui manque et peut donner les conseils. Sans émotion, Vous avez raison. on enlève l'émotionnel. Voilà. Ouais, vous avez Moi, pour avoir accompagné plusieurs startups, je pense que le dirigeant, le fondateur de la startup, il est conscient plus ou moins par exemple, s'il est ingénieur et qu'il a développé un produit, il est plus ou moins conscient qu'il a besoin d'aide pour commercialiser son produit. Donc après, il peut avoir effectivement quelqu'un qui est plus proche de lui qui va lui dire est-ce que vous pensez que j'ai besoin de plus de ça ou de ça? Mais souvent, il est quand même conscient qu'il a besoin de compétences financières, de compétences juridiques ou de compétences commerciales. D'accord. Et j'imagine qu'on peut aussi faire une SWOT analysis à n'importe quel moment de développement de son entreprise et identifier vraiment les points faibles. C'est finalement ça qui va nous diriger vers un membre de conseil adéquat. Alors, parlant de membres de conseil, justement, quelles sont les stratégies de recherche des bonnes personnes pour s'entourer dans un board? Voilà, donc on a parlé précédemment de Board Owl. Donc, si vous avez des centaines de milliers de francs à dépenser pour trouver en board member, alors vous pouvez aller dans les sociétés de recrutement haut de gamme qui vont vous charger des montants très élevés. Si vous n'avez pas ce budget pour la recherche, alors l'idée c'est justement que Board Owl offre une solution beaucoup plus innovante, efficace et attractive au niveau de prix pour trouver des membres dans des conseils. On a justement créé Board Owl car il manquait ça dans le marché et beaucoup de personnes n'avaient pas envie de dépenser des fortunes pour trouver un board member et voulaient quand même aller en dehors de leur réseau. Donc c'est exactement pour cette raison qu'on a créé Board Owl. Yeah. Ce qui répond un tout petit peu déjà à la question 4, mais peut-être vous voulez aussi creuser un petit peu comment démarrer, en fait, comment construire son board quand on est un jeune CEO de 33 ans. Oui, moi je peux le prendre. Je ne sais pas si l'accent de cette question est mis sur l'âge du CEO ou sur la construction des conseils d'administration. Mais je crois la réponse est de toute façon la même. Et ce n'est pas directement lié à l'âge d'un CEO. En général, un conseil d'administration doit être composé de personnes qui ont des compétences nécessaires pour faire le travail. Donc, pour le conseil d'administration, sur les stratégies, les contrôles et la gouvernance, mettre en place la gouvernance. En outre, les compétences et l'expérience d'un conseil doivent compléter les forces et les faiblesses, comme j'ai mentionné, du CEO et de l'équipe de direction. Mais écoute, il est également très important, et je crois que c'était Delphine qui l'a mentionné, de réfléchir aux besoins de votre entreprise, quels sont les défis à relever, et le profil des membres du conseil doit répondre à ces défis spécifiques, je crois. Je pense que ça dépend aussi de la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise a pour stratégie de s'internationaliser et d'aller vendre ses produits en Europe, aux États-Unis ou en Asie, je pense que c'est important d'avoir de l'aide pour ce développement international et d'avoir à son board quelqu'un qui connaît bien ce développement international. Si on a envie de lever des fonds, je pense que c'est bien aussi d'avoir des personnes qui connaissent les problématiques de levée de fonds, les impacts sur
les risques qu'il y a à lever des fonds et les impacts qu'il y aura sur l'entreprise et d'avoir justement ce point de vue extérieur d'une expérience de levée de fonds. Voilà. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la stratégie qu'on a. Mais je suis d'accord. Ce sont des grands défis, n'est-ce pas? Une croissance internationale. C'est génial de voir quelqu'un qui parle la langue quand il est Russie ou Chinois ou quelque chose comme ça et a un réseau dans le pays. Donc, ça, c'est des grands défis, oui. Je pense que la question de l'âge, elle est aussi liée au réseau, justement. Parce que plus on est jeune, bien entendu, moins nos réseaux sont solides. Et donc, c'est peut-être lié à cet aspect-là, la question comment est-ce que j'accède à des réseaux de Où est-ce membres qu'on trouve un board? Exactement. Well, sa réponse est simple, n'est-ce pas? De doit être membre de Board Hall. Hein? On a beaucoup de gens qui sont géniaux, comme Delphine a dit, et il y a un grand choix. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un membre de conseil d'administration, je ne crois pas qu'on ait parlé de la moyenne d'âge, mais la moyenne d'âge des conseils d'administration, c'est 57, 60 ans, ça dépend des pays, parfois plus 62 ans, 60, 65 ans. Donc, c'est important d'avoir de l'expérience. C'est important parce que il faut être capable de... Parce que, en fait, le problème du conseil d'administration, c'est qu'on n'y passe pas beaucoup de temps. On a 4, 6, parfois 8 réunions par an maximum, de quelques heures. Donc, il faut être capable d'identifier les problèmes très vite et d'identifier les solutions très vite. Donc, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut avoir de l'expérience. Donc, voilà, c'est une vraie question. C'est un fait, mais après, d'après oui. ce que je comprends, il y a aussi l'aspect justement de voir qu'une start-up, ce n'est pas une petite PME et qu'une start-up, elle va très vite et qu'en principe, en tant que membre de board, on doit connaître beaucoup plus de choses transversalement dans une start-up qu'on ne le ferait dans une PME. Et donc, c'est un autre type d'expertise aussi qu'on recherche, j'imagine, à ce niveau-là. Oui. Peut-être avant de passer aux questions du chat. En Suisse, avec les tâches qui sont spécifiées dans la loi pour un conseil d'administration, c'est vrai, c'est bon d'avoir des personnes qui ont de la sagesse et d'expérience, parce que les tâches sont les stratégies qui à long terme, la gouvernance, le contrôle, etc. Mais les défis pour chaque compagnie, pour chaque entreprise, peut être la digitalisation. Et pour ça, on pense à Portal que quelqu'un qui est 33 ou 30 ans, mais qui a une expérience sur le sujet de digitalisation et par rapport à un homme blanc de 50 plus comme moi qui n'a pas cette expérience, c'est bien d'avoir une jeune personne dans son conseil consultatif. Donc, nous trouvons que les deux sont complémentaires, le conseil consultatif et d'administration. On va passer aux questions du chat, mais avant cela, je vous laisse Marie répondre à la question 5, s'il vous plaît. Oui, est-ce que les entreprises ont le courage de renouveler ou créer leur conseil d'administration en période de crise Covid ou sont-elles frileuses? Je pense que la crise, ce n'est pas le meilleur moment pour changer son conseil d'administration. Parce que justement, dans la crise, on a besoin d'avoir cette relation de confiance qui perdure. Et la relation de confiance, elle se construit petit à petit au fil du temps. Et qu'au moment de la crise, c'est vraiment là qu'on a besoin d'avoir confiance les uns dans les autres et de pouvoir prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Néanmoins, la crise, c'est un moment qui est révélateur des forces et des faiblesses de l'entreprise. Et donc, c'est là que peut-être elle va révéler ce qui manque à l'entreprise pour pouvoir évoluer, pour pouvoir pivoter, pour pouvoir changer de stratégie et pour pouvoir adresser de nouveaux marchés ou faire évoluer les produits et les services. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va se dire « Ah, il me manque ça ». Et c'est là qu'il faut étudier, en tout cas, ce qu'apporterait un nouveau membre et puis ensuite procéder au recrutement. Mais il faut attendre, à mon avis, un peu que la crise passe. Il faut y réfléchir, c'est un moment de réflexion, mais pour agir tout de suite, c'est un moment difficile.
Et en lien avec cette question-là, il y a une question dans le chat qui demande quelles sont les plus grandes lacunes observées durant cette période de crise. Est-ce que c'est un rattrapage justement par rapport à la digitalisation, le knowledge management, la cyber security? Alors, enfin, moi, je connais très bien la cybersécurité, donc je pense que, en effet, la transformation digitale, elle s'est accélérée pendant la crise, mais si elle s'est accélérée, en général, on a ouvert beaucoup de portes dans les systèmes d'information et ça risque d'accélérer, on risque d'accumuler des problèmes qu'on a rencontrés à cause du Covid, on va les accumuler à cause des risques qu'on prend en ouvrant les portes du système d'information. Donc, c'est absolument indispensable d'avoir des compétences. Pour moi, le conseil d'administration, il doit avoir des compétences cyber, soit que tout le conseil est formé à ça, soit qu'il recrute des compétences en cybersécurité parce que il faut être capable d'auditer ou de faire mener des audits, de contrôler la performance cyber de l'entreprise. Et puis, il faut mettre des dispositifs en place. Il faut qu'il y ait une culture cybersécurité parce que la cybersécurité, c'est en fait, la faille, elle est humaine. 95% des problèmes arrivent parce qu'il y a une personne qui a fait une mauvaise opération, soit par négligence, soit par malveillance ou par méconnaissance. Et donc c'est absolument indispensable que le conseil d'administration s'empare de ce sujet. C'est vraiment un sujet, pour moi, prioritaire en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont attaquées et et des entreprises qui risquent de mourir à la suite d'une attaque. Alors, merci beaucoup Marie. Il y a encore une question qui concerne la diversité. Il est apparemment plus facile d'avoir des femmes dans l'exécutif, mais beaucoup moins dans les conseils d'administration. Et quelle autre raison que le manque de réseautage avez-vous identifié pour expliquer cela? Donc, c'est pour moi la question? Je pense. Oui. Enfin, on peut répondre à tout. Mais... Moi, je pense que il y a deux freins. Il y a un frein culturel ou un frein que les femmes se mettent elles-mêmes, où elles n'osent pas suffisamment, elles sont compétentes, mais elles n'osent pas suffisamment se présenter et elles n'ont pas forcément assez confiance en elles-mêmes, alors qu'elles ont des vrais moyens, des vraies compétences, voilà. Et puis, il y a un autre frein, moi, je trouve, qui est que les femmes ont plusieurs vies. Elles ont une vie d'épouse, elles ont une vie de mère de famille, elles ont une vie professionnelle et qu'à un moment donné, les journées n'ont que 24 heures et c'est difficile de tout faire. Et en plus, en plus de la vie personnelle, de se consacrer. Voilà. Donc, je pense que tant qu'il n'y aura pas plus de parité dans la vie extra-professionnelle, on aura du mal à arriver à une meilleure parité dans la vie professionnelle, que ce soit au niveau direction ou au niveau conseil d'administration. Mais pour accéder au conseil d'administration, il faut avoir eu des responsabilités dans la direction. Donc, ça commence dans l'éducation et puis dans gravir les échelons dans l'entreprise. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la parité partout. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Oui, mais ça me semble totalement sensé. J'ai une dernière question qui concerne plutôt le budget. Alors, quel pourcent du budget total doit ou peut-on allouer à la rémunération du conseil? Est-ce qu'il y a un benchmark connu? J'ai partagé le slide du BDO à Saint-Gall, n'est-ce pas? Peut-être ça, c'est la réponse. Ce n'est pas une chose de quel pourcentage du budget ou du turnover d'une entreprise. Quelle est la rémunération adéquate pour son board? S'il y a 2 personnes, c'est différent par rapport qu'il y a 5 personnes ou 10 personnes. Hein. Une rémunération, il augmente l'engagement, et c'est faire, spécialement aussi pour un conseil d'administration, mais je vais le voir sur la liste du personne dans le board, dans le conseil, et pas par rapport à un budget que j'ai ou par rapport à un pourcentage de profit de ma entreprise.
Marie, vous avez un input à ce Je ne niveau-là? pense pas que la rémunération du conseil d'administration, elle se calcule en pourcentage. C'est plutôt une rémunération en fonction du temps passé. Voilà. Donc, il y a X conseil d'administration. Le conseil d'administration, il dure X heures. En général, on dit qu'il faut 2 jours de préparation pour un jour de conseil d'administration, mais ça dépend de la taille de l'entreprise et, voilà, et du temps, enfin, voilà, de la durée du mandat. Et pour les startups, évidemment, ça c'est un sujet parce que les startups, souvent, elles n'ont pas les moyens pour rémunérer leurs administrateurs. Et donc, une des solutions, c'est de rémunérer en capital. Voilà. De donner des parts de la start-up voilà, qui a la valeur nominale. Et puis ensuite, on espère que la start-up va être valorisée et que, voilà, que l'administrateur pourra revendre un jour les parts à une plus grande valeur et donc pourra être rémunéré comme ça. Excellent. Eh bien, je pense qu'on va clôturer sur cette question spécifique. J'avais effectivement noté encore d'autres questions, mais je pense qu'on a déjà largement traité le sujet. Juste un petit rappel, n'oubliez pas qu'il y a effectivement 20% de réduction pour les participants à cet événement pour accéder à la plateforme Boardal. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent appétit et une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre event. Merci beaucoup. Merci aux intervenants en particulier. Merci à Donald, Delphine et à Marie pour leurs interventions.